Bien, bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On est à l'heure et notre intervenante est là et je la remercie déjà. Donc moi, je suis Arnaud de Broca, je suis le délégué général de l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné, qui organise toute cette semaine la semaine du logement accompagné, avec, comme vous l'avez vu déjà, sans doute, une vingtaine de d'ateliers, de thématiques abordées pendant toute cette semaine sur toutes les problématiques qui peuvent se poser nos adhérents et même au-delà, puisque cette semaine est ouverte bien au-delà de nos adhérents. En introduction, simplement ce que je peux dire, c'est que évidemment la mobilisation de l'UNAFO sur le sujet des punaises de lit remonte déjà à quelques années, quand on avait été sollicité par des adhérents qui se posaient beaucoup de questions sur ce phénomène de santé publique, comment s'en débarrasser, comment pouvoir avancer sur le sujet. Donc on a publié un guide sur le sujet il y a quelques années. On a aussi développé une formation pour accompagner tous les gestionnaires de logements accompagnés pour combattre les punaises de lit. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet. Mais en tout cas, c'est bien l'idée aussi qu'on a voulu, avec ces différentes actions de sensibilisation, aussi de communication, c'est montrer que les punaises de lit, c'est un problème de santé publique qui concerne finalement tout le monde, que c'est évidemment pas lié à une insalubrité du logement, qu'on pourrait peut-être avoir ou focaliser sur certains logements accompagnés, mais c'est pas ça. Ça concerne évidemment, ça peut concerner tout le logement accompagné, ça peut concerner les hôtels, ça peut concerner tous les cinémas, enfin. Et en tout cas, c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en avant avec un certain nombre d'actions de communication. Alors quand Juliane de Normandie avait confié une mission à Madame la députée, on était effectivement intéressé par cette mission parce qu'on y voyait l'opportunité de mettre en avant un certain nombre de questions, notamment alors sur la partie logement, puisque c'est ça qui nous intéresse. Il y a évidemment des sujets plus larges, mais sur les relations entre bailleurs gestionnaires, sur comment financer aussi ou prendre en charge un certain nombre de coûts liés à ces punaises de lit. Et donc on avait accueilli avec satisfaction cette mission-là et le rapport qui a été rendu il y a début octobre, si je me souviens bien, et remis à Madame la ministre, nous a aussi intéressé sur un certain nombre de propositions. Donc ça nous semblait naturel pendant cette semaine du logement accompagné de pouvoir en débattre, pouvoir d'abord avoir peut-être plus de précision sur le rapport lui-même, sur les propositions, aussi peut-être sur le calendrier de mise en œuvre. Peut-être qu'entre maintenant l'intérêt de faire cette semaine 2 mois après la remise, c'est peut-être qu'on peut peut-être avoir, il y a peut-être quelques informations sur la mise en œuvre, ou peut-être sur les blocages aussi, et peut-être voir comment nous, UNAFO, Union professionnelle du logement accompagné, on peut peut-être participer à mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Donc on va laisser la parole tout de suite à Madame la députée Cathy Racombouzon. Je précise que vous devez partir à 12h15, donc peut-être un peu avant même. Donc on pourra de toute manière après votre départ échanger tous ensemble sur un certain nombre de points et vous faire remonter après aussi s'il y a des questionnements pour voir après. Et l'idée c'est peut-être aussi de partager des bonnes pratiques entre personnes qui sont là, au-delà de la question de votre rapport, peut-être si certains ont des bonnes pratiques à échanger ou des interrogations à partager pour qu'on puisse aussi débattre. Donc je vous remercie une fois encore d'être présente et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien? J'ai rétabli mon son. Ouais. Merci tout d'abord de m'inviter dans le cadre de cette semaine du logement accompagné. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Alors j'ai effectivement assez peu de temps devant moi parce que j'ai une réunion malheureusement qui s'enchaîne, mais je vais vous faire une présentation assez rapide du contexte de la mission et des conclusions du rapport pour qu'on puisse privilégier justement un temps d'échange, vos questions et peut-être des remontées pour que ce soit le plus participatif possible. Alors vous dire tout d'abord que l'origine de cette mission vient
d'une initiative parlementaire d'un groupe de travail qui s'est constitué à l'Assemblée nationale au mois de, l'année dernière, au premier semestre de l'année dernière, à l'initiative de Bruno Studer, qui est un député de la ville de Strasbourg, et qui a fédéré autour de lui un certain nombre de parlementaires dont le territoire était particulièrement impacté par la question des punaises de lit, ce qui était mon cas puisque je suis élue à Marseille, dans le centre-ville de Marseille. Et nous avons commencé à mener un certain nombre de travaux, d'auditions, de réflexions sur la question pour essayer d'avoir un état des lieux. Le ministère de Julien Normandie, à l'époque, a pris part à ces travaux dès le début, ce qui a permis effectivement de mettre le doigt sur la nécessité la plus totale de prendre des mesures rapidement, de prendre à la fois la mesure de la situation, mais aussi des mesures de politique publique, puisqu'aujourd'hui, le premier constat qu'on a pu faire, c'était que c'était vraiment c'était le vide. Donc le ministère a lancé un premier plan d'action en février dernier avec un site internet, une page dédiée sur le site internet Stop Punaise qui a permis de donner quelques éléments d'information, quelques éléments de droit aux gens qui étaient concernés par la question de la punaise. Donc un premier recours, un premier contact pour avoir un certain nombre d'informations et qui a fédéré les ADIL en région afin de là aussi d'être derrière un numéro unique, un contact pour les personnes infestées qui se posaient des questions sur leurs droits et sur la manière d'agir. La troisième étape de ce plan d'action lancé par le gouvernement a été cette mission parlementaire qui m'a été confiée en mars dernier, au tout début du confinement, donc ce qui m'a permis de mener 6 mois de mission quasiment exclusivement en visioconférence. Donc ça m'a pas empêché d'interroger ou de rencontrer 70 personnes, ou en tout cas 70 auditions sur cette question-là. Et cette mission avait donc pour objectif de creuser plus particulièrement 3 questions, à la fois l'état des lieux du droit. Elan a mis la question de la punaise de lit, la question des nuisibles dans la loi. Est-ce que le droit était suffisamment robuste pour clarifier la relation entre le bailleur et le locataire sur la question de la prise en charge des infestations de punaises de lit. Creuser également la surveillance du phénomène, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas et que ça rendait compliqué justement de le prendre en charge ou d'apporter des réponses sur un fléau dont on avait l'intuition qu'il était en recrudescence mais qu'on avait du mal à mesurer. Et le troisième piste à investiguer dans ce rapport était la question du financement. Comment est-ce qu'on pouvait proposer des pistes de financement pour les plus vulnérables face à l'infestation de la punaise de lit, puisque très vite on a pu arriver à cette conclusion qui était que si nous sommes tous égaux devant la possibilité d'une infestation, puisque la punaise de lit ne fait absolument aucune distinction entre les milieux sociaux. En revanche, nous ne sommes pas tous égaux devant la prise en charge de cette infestation et comment est-ce qu'on peut éradiquer la punaise de lit chez soi. Donc voilà les 3 grandes questions que nous avons creusées pendant ces 6 mois de mission. J'ai rendu donc mon rapport à la ministre Emmanuelle Wargon en septembre dernier. Qui s'articule donc autour de 3 grands constats. Le premier constat, c'est que la punaise de lit donc est un fléau en expansion, mais totalement aujourd'hui dans l'angle mort des politiques publiques. Donc un fléau en expansion, ça c'est certain. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a du mal à le mesurer, donc c'est une vraie question de comment est-ce qu'on peut mettre en place un observatoire et organiser une surveillance par les pouvoirs publics du phénomène sur le territoire français. Mais néanmoins, malgré cette absence aujourd'hui de données complètement chiffrées qui permet de mesurer l'évolution en dynamique, on a quand même quelques convergences d'informations qui viennent à la fois des professionnels de l'éradication, qui nous indiquent que lorsqu'en 2017, ils intervenaient 200 000 fois, en 2019, c'était 540 000 fois. Donc on est vraiment sur plus du double en 2 ans et la reproduisance commence à continuer d'augmenter et sur les recherches Google aussi sur comment traiter les punaises de lit, etc. Tous ces indicateurs-là montrent que les recherches sont en augmentation, les requêtes sont en augmentation, avec donc des zones de France qui sont d'ailleurs particulièrement visibles dans le cadre de ces requêtes-là. Donc un fléau en expansion, mais qui est dans l'angle mort parce qu'aujourd'hui il y a cette absence d'observation et aussi une absence de pilotage et de coordination dans les actions à mener.
Et comme on est évidemment sur une question qui mobilise à la fois beaucoup de secteurs d'activité différents, beaucoup d'acteurs qui peuvent apporter des réponses et avec beaucoup de leviers d'action à activer, c'est vraiment le pilotage et la coordination qui permet d'apporter une réponse à la fois multiforme, coordonnée dans un plan d'action global. Et aujourd'hui, faute de cette prise en charge de la question, on n'arrive pas à avoir donc ce plan d'action globalisé. Et enfin, le troisième constat, c'est un niveau d'information vraiment faible du public et des professionnels. On a pu s'en rendre compte. Il y a beaucoup de préjugés, d'une part, autour de la punaise de lit, comme vous l'avez évoqué, Monsieur De Broca. Beaucoup de gens pensent que certains sont dispensés d'en avoir et d'autres seraient particulièrement sujets à la question en fonction de leur lieu d'habitation, ce qui n'est pas le cas. Il y a des modes de vie, des modes de consommation qui, évidemment, favorisent la propagation des punaises de lit. En revanche, tout le monde, personne n'est à l'abri d'en avoir, et les gens sont faiblement informés sur cette question-là. Le grand public est faiblement informé. Ils sont informés sur la connaissance même de ce nuisible, mais sur les gestes barrières qu'on pourrait avoir pour s'en prémunir, ou les premières réponses qu'on pourrait apporter de manière assez simple finalement, si on savait à minima les reconnaître et intervenir. Et aussi une faible connaissance de la part des professionnels, ce qui est quand même aussi embêtant, puisque on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui étaient infestées par les punaises de lit étaient baladées dans un parcours de soins long et chaotique avant qu'un médecin soit parfois capable de diagnostiquer une piqûre de punaise et donc d'apporter là aussi une réponse. Donc ces trois grands constats nous ont amené à proposer un certain nombre de recommandations, de faire un certain nombre de recommandations qui poursuivent deux objectifs principaux. Répondre aux enjeux de prévention. Il faut vraiment que par le développement de la connaissance et la science de la recherche, on soit capable de prévenir les infestations de punaises et de permettre aux citoyens d'être en capacité de disposer de solutions de traitement rapides, quel que soit leur revenu. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif des propositions qui ont été formulées. Et donc cette conviction que j'ai partagée avec vous dès le départ, qui est que la diversité des secteurs touchés, la diversité des acteurs qui doivent être mobilisés, les leviers d'action activés, appellent vraiment une réponse multiforme dans un plan d'action à minima partagé avec en interministériel entre le ministère du Logement et le ministère de la Santé, puisque ça fait partie effectivement des recommandations qu'on a pu faire comme un problème de santé publique. Donc, nous avons répondu autour de 6 chantiers. Le premier chantier qui est connaître et reconnaître pour mieux agir. Donc, un pan de recommandations qui tourne autour de la construction de la connaissance autour de la punaise de lit. Dans le cadre de la convention qui avait été signée entre le ministère de Julien de Normandie et les professionnels de l'éradication, la CS3D, la chambre syndicale des 3D, il y avait une proposition de créer l'INEL, parce qu'il y a un Institut national d'études et de lutte contre la punaise de lit, qui avait vocation à être un lieu d'échange à la fois entre les entomologistes, les acteurs de la recherche, les professionnels de l'éradication, mais aussi les bailleurs, aussi les acteurs du logement, les acteurs de l'hôtellerie, les acteurs des théâtres et des cinémas qui sont des secteurs aussi concernés, pour que tous ces gens-là puissent se mettre en réseau, partager un certain nombre de connaissances et aboutir ensemble à une doctrine d'intervention. Ça, c'est ce qui nous paraît le plus fondamental, c'est qu'on ait une connaissance commune et une réponse commune validée par l'État, même si elle est co-construite avec tous les acteurs spécialistes de la question et appliquée évidemment à chacun des secteurs concernés, mais qui est une doctrine claire, nette, dont chacun peut s'emparer. Puisque ce qui est ressorti des discussions avec les entomologistes, c'est qu'au final, aujourd'hui, la réponse chimique qui est souvent, je ne peux pas caricaturer, pas souvent, mais en tout cas parfois régulièrement la première intention, pourrait ne pas être la première intention si tout le monde avait recours, avec une mutualisation de moyens peut-être, à un vaporetto, un appareil à vapeur, à des congélateurs, puisque finalement l'action mécanique est parfois souvent la plus efficace et l'intervention chimique pourrait arriver dans un deuxième temps ou en complémentarité. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a des pistes
techniques de réponse qui doivent être consolidées, partagées et diffusées. Et c'est l'objet donc de la création de cet institut, à voir aujourd'hui comment il se coordonnerait avec l'INELT, mais en tout cas avec l'ANSES, pardon. Donc ça peut être aussi en partie les prérogatives, mais en tout cas cette articulation est nécessaire pour diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en charge du traitement. Ensuite, il y a nécessité à renforcer l'expertise et la connaissance de tout le monde, alors avec des campagnes publicitaires grand public, mais des campagnes aussi publicitaires secteur d'activité par secteur d'activité, et voir comment est-ce qu'il est possible de mobiliser les différents acteurs sanitaires et sociaux, puisque aujourd'hui, ce qui nous paraît important, c'est que tout le monde puisse être au fait du diagnostic et tout le monde puisse signaler, intervenir dans la prise en charge des punaises de lit et le signaler. Chantier 3, c'est accompagner la structuration des professionnels de l'éradication et en fiabilisant cette filière de traitement qui aujourd'hui n'est pas labellisée, n'est pas suffisamment organisée pour inspirer confiance et être fiable, et encourager aussi la recherche et l'innovation, notamment sur la dimension prévention. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'outils, de mécanismes possibles pour pouvoir repérer simplement, autre que par l'intervention de chiens par exemple, des punaises dans une chambre, dans un logement, et il n'y a pas encore de recherche aboutie non plus pour s'en prémunir avec par exemple ou un insecticide ou avec quelque chose qui préviendrait donc l'arrivée des punaises. Donc tout ça aussi reste à travailler. Chantier 4, c'est la clarification de la législation et pour favoriser un juste équilibre entre les bailleurs et les locataires. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, la loi Elan clairement dans le droit que la relation bailleur définit clairement la relation bailleur et locataire dans le cadre de l'intervention de la punaise de lit. C'est au propriétaire de pouvoir proposer aux locataires, et ce tout au long du bail, un logement décent, c'est ce que dit la loi Elan, et que par conséquent les nuisibles faisant partie de ces critères de décence, c'est au propriétaire d'avoir la charge de la désinfestation et de l'éradication des punaises, sauf à pouvoir démontrer, mais ce qui est dans les faits est extrêmement compliqué, que c'est le locataire qui l'a amené dans le logement. Donc aujourd'hui, on ne compte pas déstabiliser ce droit-là, qui est récent, et donc plutôt développer, faire la promotion, entre guillemets, le faire savoir mieux, puisqu'aujourd'hui, mauvaise foi ou bonne foi, je ne sais pas, on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient semblant ou ne savaient pas que c'était au propriétaire de prendre en charge la désinfestation. Et il existe en revanche un flou sur la question des charges récupérables et des produits permettant de désinfester un appartement, qui parfois sont répercutés sur le locataire, alors que normalement, si on le clarifie dans un décret, ça sera à la charge du propriétaire jusqu'au bout. Néanmoins, on propose aussi de pouvoir sécuriser des accords collectifs, notamment qu'on a pu observer chez les bailleurs sociaux, qui, par un souci justement à la fois de dialogue avec leurs locataires et de mutualisation des moyens mis à leur disposition, demandent une participation assez modique aux locataires. Certains, il s'agit de 4 € par an, pour pouvoir assurer tout au long donc du bail cette prise en charge par un accord collectif. Aujourd'hui, ils sont illégaux au regard du droit. On fait une recommandation permettant donc de les sécuriser et de pouvoir déroger dans le cadre de ces accords collectifs à cette question de charges récupérables. Voilà rapidement la question du droit. Chantier numéro 5, nous proposons de structurer un service public de l'accompagnement et de coordonner les acteurs aux différentes échelles territoriales. Quand on parle ici d'un service public de l'accompagnement, on parle de l'échelon communal qui nous semblait être l'échelon le plus efficace pour pouvoir apporter de l'aide à tout un chacun. Beaucoup de villes aujourd'hui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions, c'est le cas de la ville de Marseille, pour traiter leurs propres établissements publics régulièrement infestés, comme certaines écoles, certains services hospitaliers ou bibliothèques, comme ça a été le cas à Marseille. Donc, ils sont équipés, ils ont mutualisé les moyens d'action
pour leurs établissements publics, mais il n'y a aucun service rendu aux citoyens en la matière. Et il nous semble que c'est nécessaire de le penser, de le construire, peut-être de le construire avec des économies, des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'alliances avec une innovation de dispositifs créés. De la même manière, c'est un exemple, mais qu'on a pu mettre dans les villes des containers pour recycler les textiles, on pourrait imaginer des containers congélateurs à disposition des citoyens pour pouvoir congeler leurs effets personnels, puisqu'évidemment personne ne va s'équiper d'un énorme congélateur chez soi pour congeler ses affaires. Donc voilà certaines pistes de travail. Et enfin, chantier 6, des pistes de financement pour accompagner la prise en charge des ménages les plus vulnérables. Donc là, on propose de mobiliser les caisses d'allocation familiale pour pouvoir apporter une aide pour tout ce qui est remplacement du mobilier dégradé ou aide au relogement. Parce que si le droit précise qu'aujourd'hui les propriétaires sont tenus donc de prendre en charge la désinfestation, tout ce qui est induit ensuite par une infestation lourde, à savoir donc le remplacement de mobilier, comme ça peut arriver parfois, ou le fait de devoir quitter son logement pendant le traitement, tout ça n'est pas déterminé très clairement, même si la jurisprudence, certaines jurisprudences ont donné ça à la charge du propriétaire. Il semble qu'aujourd'hui, les locataires le prennent souvent en charge, ce qui met beaucoup de personnes dans des situations très délicates. Donc, on propose que la CAF puisse venir en aide de ces personnes-là. Et les propriétaires occupants les plus modestes aussi peuvent être soutenus parce qu'évidemment, il y a des propriétaires impécunieux. Donc, même si c'est le propriétaire qui est à sa charge, certains ont besoin d'être aidés. Et donc, ces propriétaires, justement, particulièrement modestes, qui doivent prendre en charge ces travaux, on propose que l'ANA puisse intervenir en soutien à ces propriétaires-là. Voilà quelques pistes de réflexion. Un élément que j'ai oublié de dire, alors qu'il est fondamental, qui fait partie du chantier 1, connaître et reconnaître pour agir, c'est donc l'inscription de la punaise de lit dans le droit sanitaire, donc que ce soit reconnu comme un problème de santé publique et que l'inscription dans le droit sanitaire permette de l'inscrire dans les règlements départementaux de santé et qui permettrait donc d'agir aussi plus facilement pour dans le cadre de la relation entre le bailleur et le locataire, puisqu'aujourd'hui, si le droit dit que c'est au propriétaire de prendre en charge, il se retrouve parfois coincé par un locataire qui ne veut pas ouvrir sa porte, alors qu'il est tenu de le faire dans le cadre des travaux et de l'entretien du propriétaire. Néanmoins, le seul recours du propriétaire quand il se retrouve face à cette opposition-là, c'est d'aller en justice avec des temps évidemment qui sont trop longs pour éviter que la propagation de la punaise de lit se fasse. Donc, un des leviers, c'est d'inscrire donc la punaise, la question des nuisibles et de la punaise dans le droit sanitaire, et donc de rentrer dans une logique proche de la gestion des logements, des logements indignes, et par conséquent de donner un pouvoir de police au préfet ou au maire pour pouvoir ouvrir et traiter le logement. Donc, il y a la question de la reconnaissance, mais il y a aussi la question de la facilitation de l'accès et donc de la question du droit et du fameux équilibre plus juste entre le propriétaire et le locataire. Donc voilà, dans les grandes lignes, j'avais dit que je serais peu bavarde. En conclusion, vous dire que conclusions ont été partagées donc avec le ministère du Logement, Emmanuel Vargon, qui était destinataire du rapport, mais aussi avec le ministère de la Santé, que nous sommes en train donc d'échanger avec ces différents acteurs-là pour qu'ils puissent travailler ensemble à une feuille de route qui devrait vraiment voir le jour d'ici quelques semaines, enfin en tout cas d'ici la fin de l'année 2020, pour proposer un plan d'action partagé et coporté entre ces deux ministères-là. Voilà, je suis à votre écoute, j'espère avoir été claire. Merci, oui, merci beaucoup. Oui, vous avez été clair et vous avez, pour reprendre vos mots, été bavard, mais je pense que ça valait le coup pour présenter un peu la totalité du rapport qui est quand même assez complet et je pense que vous avez aussi montré à quel point
évidemment, le sujet est un sujet très interministériel et avec de multiples ramifications parce que ça concerne effectivement tous les secteurs, enfin beaucoup de secteurs en tout cas. Et donc la réponse, elle est évidemment multiple. Alors on peut prendre maintenant un certain nombre de questions. Alors on en a déjà une sur le chat qui est sur la prise en charge. Alors vous avez abordé la question de la prise en charge financière, qui est effectivement un des sujets qui remonte régulièrement aussi de la part de nos adhérents, mais sur finalement le rôle que pourraient avoir les assurances habitation dans cette prise en charge. Donc ça c'est une première question qu'on a eue, mais je peux, enfin j'incite les autres personnes participants à se faire connaître s'ils veulent poser des questions. C'est vrai que nous dans les remontées qu'on a, c'est aussi sur la question de la qualification des professionnels qui interviennent. Et finalement, vous l'avez cité aussi, que chaque secteur, enfin beaucoup de secteurs sont concernés et chacun un peu dans son silo, on va dire, parce que c'est pas forcément des secteurs qu'on a l'habitude d'échanger. Mais je pense aussi, enfin, et c'est là tout l'intérêt que peut avoir une union comme la nôtre, mais les adhérents peuvent aussi entre eux, enfin, sur un même sujet, sur une même thématique, se retrouver peut-être un peu isolés. D'où l'intérêt aussi pour nous de faire ce genre de réunion, mais d'avoir fait aussi un certain nombre d'outils, de faire des formations pour arriver à ce que finalement les personnes ne se sentent pas isolées, parce qu'on est vite isolé face à cette situation. On n'a pas forcément d'interlocuteur, enfin ça fait partie de votre rapport, hein, toutes ces questions-là. On n'a pas forcément d'interlocuteur identifié, la qualification des professionnels qui interviennent et parfois, alors je dis pas qu'il y a que des charlatans, hein, évidemment, mais que parfois on peut se poser des questions quand même sur comment intervenir, sur quelle méthode utiliser. Enfin, vous l'avez évoqué un peu, c'est pas toujours très clair. Donc peut-être une question sur le rôle des assurances habitation, si vous voulez y répondre, et puis pendant ce temps, d'autres peuvent intervenir aussi. Je ne vois pas de main se lever, donc je répète que si vous voulez intervenir, vous pouvez poser vos questions soit via le chat, soit en levant la main. Alors pas, enfin virtuellement. Vous pouvez le faire aussi comme ça éventuellement, mais enfin surtout virtuellement, on le verra davantage. Alors sur la question de l'assurance, on a évidemment auditionné les acteurs de l'assurance. C'est une piste qui continue à être creusée et qui doit être creusée, puisque c'est un peu une frustration, on va dire, de ce rapport et des réponses qu'on a pu y apporter. Aujourd'hui, il y a une seule expérimentation qui est faite, et c'est un contrat d'assistance qui est proposé donc dans le cadre d'une assurance habitation. Aujourd'hui, la Fédération des assurances est pas particulièrement disposée à développer ce type de produit pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas, comme je le disais, d'observation, de surveillance du phénomène et donc peu de connaissances chiffrées de la question et donc par définition, une assurance a besoin, pour construire un produit, de connaître le coût que ça va représenter en fonction du nombre de sinistres éventuellement constatés. Donc aujourd'hui, c'est pas une piste qui a une réponse apportée, il y a une expérimentation en cours et c'est une piste à creuser parce que ça me semble effectivement important. Merci. Alors j'ai une question de Esteban Nart, mais je vois deux hommes sur la vidéo, donc c'est sûrement pas. Mais allez-y. Oui, bonjour. J'ai une question concernant les diagnostics techniques obligatoires dans le cadre de la relocation. Est-ce qu'il ne serait pas éventuellement envisageable de faire un diagnostic de non-présence avant une relocation? Alors, en fait, ça fait partie des pistes qu'on a suggérées, mais pas comme une obligation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une piste. Si le propriétaire veut se prémunir d'une éventuelle infestation ou le locataire le mettra en demeure d'intervenir, s'il décide effectivement de faire un diagnostic au moment où le locataire prend son logement, ce qui lui donnera donc entre guillemets un certificat comme quoi il n'y avait pas de punaise, et c'est quelque chose qui pourra faire valoir devant un tribunal ou pour dire au locataire ben non, c'est à vous de prendre en charge l'éradication de la punaise. Mais on n'a pas souhaité le rendre
obligatoire, puisque c'est un coût important aujourd'hui, hein, parce que les diagnostics fiables en la matière, aujourd'hui, c'est souvent avec l'intervention de chiens spécialisés, qui représentent donc une intervention assez onéreuse. Et donc, c'est une possibilité, mais on ne l'a pas rendu obligatoire. Enfin, on ne propose pas de le rendre obligatoire. Et puis aussi parce qu'effectivement, il y a des diagnostics, il y en a beaucoup, et que c'était pas pour pas alourdir les critères. On a une question sur le chat sur l'accord collectif et le fait qu'il soit illégal, vous l'avez dit, et sur les préconisations que vous pouvez formuler sur le sujet. Alors vous en avez vous en avez déjà un peu abordé, mais si vous pouvez y revenir. En fait, on propose de pouvoir ajouter une dérogation. Aujourd'hui, les accords collectifs le droit permet 3 dérogations pour des questions de sécurité, pour des questions de développement durable. Et nous, on propose de rajouter donc le traitement des nuisibles comme dérogation, permettant aujourd'hui de mutualiser ces moyens-là. Merci. Est-ce que d'autres questions Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser des questions? A priori pas, ou je ne vois pas, enfin au-delà de questions, peut-être des retours d'expérience, parce que si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez évidemment des expériences sur le sujet, peut-être eu des difficultés à traiter le sujet, un impact aussi sur les résidents, les personnes logées, enfin c'est quand même toujours une difficulté, un traumatisme aussi, à la fois pour les personnes et pour les personnes, pour les gestionnaires. Est-ce que certains souhaitent intervenir? Ouais, je vois une main se lever. Bonjour, je pense que l'audio fonctionne. La visio aussi, tout fonctionne. Et la vidéo aussi, parfait. Enchanté, moi je suis responsable d'un centre d'hébergement pour l'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon. On a plus de 25 sites d'hébergement et c'est vrai que quand on a une chambre qui est contaminée, bon, on est obligé effectivement d'étendre beaucoup le traitement. Aujourd'hui, c'est une vraie grosse problématique sur les associations, étant donné que on a beaucoup de gens qui ramènent des effets personnels, qui arrivent, qui ont des parcours d'errance antérieurs, donc avec un risque authentiquement accru. En partage d'expérience, aujourd'hui, nous, on travaille avec des camions frigorifiques, en fait, qu'on gare carrément devant nos centres d'hébergement. Je lisais justement dans les initiatives concernant la mutualisation de matériel de traitement. A priori, aujourd'hui, on en est là. Nous, c'est vraiment parce qu'on peut pas avoir des congélateurs de 1200 litres, évidemment, et donc on y va carrément au camion frigo garé sur les parkings devant les centres d'hébergement. Et le camion frigo, ça permet justement de pouvoir traiter au froid pendant les 48 heures nécessaires. Voilà, en retour d'expérience. Reste sur l'hébergement, on arrive à avoir des taux de pénétration qui sont importants, voire totaux. Néanmoins, moi, je gère aussi la sous-location et on se heurte quand même à des grosses réticences, notamment quand on est avec la détection canine. Ça, moi, j'ai sur 4 immeubles, on a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui hostiles à la détection canine. Donc, c'est pas encore une panacée. Pour quelles raisons? Dans ce qu'on m'a reporté, des raisons culturelles, des gens qui ne veulent pas que les chiens viennent dans la maison. Ah oui, d'accord. Ça, ouais. Et on peut pas aller au-delà. On n'a pas réussi à aller au-delà encore. Alors que pourtant, c'est une des pistes les plus efficaces aujourd'hui pour avoir un diagnostic fiable et cibler le traitement. Parce qu'effectivement, le problème souvent, c'est de pouvoir traiter tous azimuts sans savoir exactement où aller, donc traiter tout un appartement en entier avec des produits chimiques qui sont parfois nocifs, alors que la détection canine au préalable permet vraiment de cibler correctement l'endroit où la punaise se trouve dans l'appartement, donc c'est plutôt efficace. Et juste, et après je coupe mon micro, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des outils de cartographie dynamique qui pourraient être mis en place
justement pour recenser et suivre les contaminations, notamment sur certains quartiers, sur certains immeubles. Nous, on a aussi l'impression que, alors, aujourd'hui, le mot est à la mode, mais on a un peu des clusters de punaises de lit. Et est-ce qu'il y a une centralisation des alertes, justement, quand on a un endroit où on pourrait faire remonter les alertes avérées, et puis aussi une cartographie qui pourrait se mettre en place, qui nous permettrait de savoir si à l'échelle d'un quartier, on a des atteintes ou pas. Aujourd'hui, moi, je suis allé rencontrer mes voisins qui sont des hôtels 3 étoiles, et on traite, on a coordonné entre voisins et entre collectivités, donc hôtels et centres d'hébergement, nos calendriers d'intervention. Mais bon, ça, c'est des initiatives privées. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus au-delà sur le suivi, sur une cartographie d'intervention, par exemple? Oui, bien sûr, ça fait partie donc des sujets qu'on avait à creuser, la surveillance du phénomène. Donc, l'une des réponses, c'est effectivement d'organiser cet observatoire de la punaise de lit, de le confier plutôt à cet institut de recherche et d'action de lutte contre la punaise. Et on demande, la recommandation demande à ce que tous les professionnels de l'intervention déclarent chaque intervention. On a rendu facultative la déclaration par les citoyens, les bailleurs, voilà, tous ceux qui pourraient juger utile de le faire, mais sur la base du volontariat, via une application qu'on pourrait développer du style CITIC, qui existe pour l'éthique. Je ne sais pas si vous connaissez cette chose-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir laisser les citoyens et les bailleurs et les locataires déclarer les infestations. En revanche, elles seraient obligatoires pour les professionnels pour qu'on puisse effectivement avoir cette cartographie-là. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous abandonner. Peut-être je réponds à la question qui est sur le chat. Sur les méthodes et produits. Je vais la lire correctement. Sur toutes les méthodes efficaces et inefficaces à mettre en œuvre. Exactement. C'est ce que je disais dans la première partie de l'exposé, et ça fait partie du premier chantier. Arriver à une doctrine d'intervention qui soit validée entre guillemets par les pouvoirs publics parce qu'elle aura été jugée la plus fiable possible. Donc c'est avec tous les acteurs, avec les entomologistes qui ont très clairement la connaissance de la question et qui, pour eux, n'ont pas de doute sur l'efficacité en première intention de la réponse mécanique, qui doit être privilégiée face à la réponse chimique. Avec eux et avec les acteurs concernés, il faut co-construire une solution, une réponse, avec en y allant par palier, par étape, en fonction de l'infestation, avec évidemment en impliquant l'ANSES sur la vérification de l'efficacité des produits, etc. Donc tout ça fait partie des recommandations pour qu'on ait une réponse très fiable sur la méthode la plus utile à agir. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens se sentent seuls, démunis, et ils se sentent mal accompagnés par les professionnels, ce qui n'est pas forcément la faute des professionnels, c'est parce qu'il n'y a pas de structuration à la fois de la filière et de la méthode avec une certification, une labellisation qui inspire tout simplement confiance. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais une petite dernière question d'Antonin. Olivier de l'Info, qui suit particulièrement. Non, c'était aussi pour préciser sur la question du protocole. On a édité avec les bailleurs sociaux USH à Orif aussi des documents. Donc c'était plutôt pour dire à la personne qui pose la question qu'on a quand même déjà des éléments très très pratiques de la manière de gérer les infestations via ce document, ce cahier repère qui avait été fait avec l'USH, la Orif, et qui avait été validé aussi avec plusieurs entomologistes. Donc c'est une base, je pense, utile pour vous pour avoir justement ces données, ces données-là de la démarche qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre les punaises. Et je voulais juste revenir simplement rapidement sur la question de la communication, parce que c'est vrai que
on en parle beaucoup au sein de chaque secteur, mais on rappelle que la communication doit être globale et que c'est une manière de. Ben voilà, on vous a bien entendu et le rapport est très clair là-dessus, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que d'autres secteurs que le logement déjà ne se sentent peut-être pas concernés. Enfin, on n'a pas le temps de sans doute d'aller plus loin, mais c'est important que la communication soit globale. Nous, on l'a fait au sein de notre réseau. On sait déjà qu'au sein du secteur du logement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une question de réputation pour certains bailleurs, etc. Enfin, ce qui est normal. Mais voilà, l'État aussi, je pense, doit bien appuyer sur sur ce sujet-là de communication globale, je dirais. Ça, c'est fondamental, effectivement, pour lever les préjugés et améliorer la connaissance de tous et la prise de conscience du grand public. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un point très important. Et pour ce que vous venez de souligner aussi sur l'existence d'informations, évidemment, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. La seule chose sur laquelle je voulais insister, c'est cette absence de coordination. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'acteurs concernés, comme vous l'êtes, ont développé des supports qui sont probablement la bonne doctrine, la bonne communication à avoir, mais chacun le fait dans son coin. Donc là, l'idée, c'est qu'on ait une parole commune et qu'elle soit déployée le plus largement possible pour favoriser la prise de conscience et surtout lever les préjugés et que chacun se sente concerné, puisque vraiment, c'est un point très important. Personne n'est à l'abri. Voilà. On est d'accord. Très bien, Merci écoutez, beaucoup. merci beaucoup. On a bien noté tout ça et aussi une feuille de route annoncée Oui, peut-être tout pour la à fin de fait. l'année ou début de l'année prochaine et interministérielle puisque c'est la condition de réussite. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir présenté Avec plaisir, votre merci. rapport et à bientôt certainement sur ce sujet-là. Tout à fait. À bientôt. Merci.